Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Deux titres à la une de Ça vous regarde ce soir. Le nouveau gouvernement de Michel Barnier est sur le point d'être ficelé. Le Premier ministre est à l'Élysée ce soir pour présenter sa toute dernière liste à Emmanuel Macron. Entretien crucial. Un peu plus tôt dans la journée, Gabriel Attal s'est exprimé devant son groupe à l'Assemblée nationale. 38 ministres, 16 de plein exercice. Les équilibres de l'Assemblée nationale ont-ils été respectés au sein de la nouvelle équipe exécutive? Les dernières informations d'LCP et la réaction des députés sur ce plateau dans un tout petit instant. Et puis on va s'arrêter dans la deuxième partie ce soir sur l'inquiétante escalade au Proche-Orient. Après la stupéfiante vague d'explosions meurtrières de Beeper, puis de Tokiwoki des membres du Hezbollah au Liban, Israël annonce déplacer le centre de gravité du conflit vers le nord, à la frontière libanaise. Va-t-on vers une guerre à grande échelle? Ce sera notre grand décryptage ce soir. Dans la deuxième partie de cette émission, voilà de la politique et de l'international. Vous avez le programme, ça vous regarde. Top générique. On connaît donc ce soir les grands équilibres du nouveau gouvernement. J'ai envie de dire, c'est au fond l'essentiel. C'est peu dire qu'ils ont été difficiles à trouver. Qui a la part belle du camp présidentiel ou de la droite? Et puis ce nouveau gouvernement pourra-t-il éviter une censure immédiate? Bonsoir Olga Givernet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée Ensemble pour la République. Je le redis pour nos téléspectateurs, c'est le nouveau nom du camp présidentiel. Macroniste, député de l'Ain. Bonsoir Jean-Didier Berger. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à vous. Député la droite républicaine, c'est le nouveau nom des Républicains, député des Hauts-de-Seine. Bonsoir Anna Pic. Bonsoir. Bienvenue à vous, député socialiste de la Manche. Avant de vous entendre sur ce qu'on connaît des grands équilibres, et c'est fondamental au vu de la nouvelle donne politique ici même au Palais Bourbon, eh bien j'appelle ma consoeur d'LCP pour ses toutes dernières informations, Elsa Mondingava, qui nous rejoint tout de suite. Et oui Myriam, bonsoir, bonsoir à tous. On y est presque. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche de l'avoir, ce gouvernement. On remonte un peu le fil de la journée. 15h, réunion qui est vendue comme la réunion de la dernière chance par Matignon. On réunit autour de Michel Barnier, et bien les partis politiques qui sont censés faire partie de ce gouvernement. Regardez dans la cour de Matignon les représentants de la droite, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, et puis du bloc central, Gabriel Attal pour le groupe Ensemble pour la République, et Marc Fesneau, Maud Gattel pour le Modem et Édouard Philippe pour Horizon complètent la table des convives des représentants des centristes et de l'UDI. 1h40 de rendez-vous. Je vous ai montré l'entrée, je ne résiste pas à vous montrer la sortie. Alors cette fois, on n'est plus dans la cour, on est sur le trottoir. C'est le bloc central qui sort en premier. Gabriel Attal, Marc Fesneau, Édouard Philippe et puis, bien plus tard, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau qui s'était attardé à Matignon. Motus et bouche cousue, on ne nous dit rien, rien ne filtre. Sauf que Gabriel Attal, eh bien, il réunit son groupe Ensemble pour la République et il va dévoiler l'architecture, le squelette du gouvernement Barnier. Regardez, ce sont les informations qu'il donne à ses députés. 38 membres, un gouvernement où la parité sera respectée, 16 ministres de plein exercice, 7 d'Ensemble pour la République, 3 les Républicains, 2 Modem, 1 Horizon, 1 UDI, 1 divers droite et 1 divers gauche. Évidemment, on aimerait bien pouvoir déjà mettre des noms en face. Ce que je peux vous dire, c'est que des listes circulent, on a des confirmations, des affirmations, des démentis. Donc ça reste encore très mouvant. Je pense que ceux qui sont déjà rentrés dans un gouvernement le savent. Tant qu'on n'a pas prononcé son nom sur le perron de l'Élysée ou qu'on a vu son nom en noir et blanc sur un communiqué, il faut être prudent. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal dit aussi à son groupe avoir eu des assurances, notamment sur le fait de ne pas augmenter les impôts pour les classes moyennes ou pour les Français qui travaillent. Tout ça, le Premier ministre Michel Barnier le dévoilera dans son discours de politique générale le 1er octobre. Ce sera sur LCP, évidemment. Il y a une dernière étape, Myriam, vous en parliez, c'est l'article 8 de la Constitution. Le Premier ministre y propose, mais c'est le président de la République qui nomme. Michel Barnier est à l'Élysée. Il a donc fait sa liste, sa composition. On va voir si c'est validé. Oui, c'est évidemment dans ces dernières minutes que tout peut changer. C'est crucial. Et merci de rester avec moi, Elsa Mondingava, pour ce décryptage. Je vais vous donner la parole dans un instant parce que quand même, 7
7 macronistes sur 16 ministres de plein exercice, ça mérite un commentaire. J'ai l'impression que c'est plutôt bien servi. Vous allez nous le dire dans un instant, Olga Givernet, mais une autre information vient juste de nous parvenir et c'est vous qui la détenez, Stéphanie Despierres. Elle concerne le patron de la droite républicaine à l'Assemblée. Oui, Laurent Wauquiez est en ce moment devant les députés de son groupe qui s'appelle la droite républicaine, je vous le rappelle. Il vient d'expliquer qu'il avait refusé d'entrer au gouvernement et qu'on lui avait proposé Bercy et qu'il avait refusé. Alors, Elsa a dit il y aurait a priori 3 républicains au sein du gouvernement de Michel Barnier. Mais pour l'instant, nous n'avons pas les noms et à chaque fois, il faut être très précautionneux. On attendra donc d'avoir une composition définitive et officielle pour savoir combien de républicains entrent au gouvernement. Vous le savez, ça avait fait débat. Le groupe Ensemble pour la République mené par Gabriel Attal était monté au créneau par peur qu'il y ait trop de ministres, les républicains, dans ce futur gouvernement par rapport à leur poids électoral. On verra donc quand on aura la composition complète ce qu'il en est. Stéphanie Despierres, depuis devant la place du Palais Bourbon, merci infiniment. 7 ensemble, 3 LR sans Laurent Wauquiez. Voilà ce qu'on sait ce soir. Bravo, bravo Gabriel Attal. Olga Givernet, il a bien fait de ruer dans les brancards. Vous êtes plutôt bien servi, non? Écoutez, dans cette nouvelle équipe. On a pu avoir ces discussions en avant, en arrière. Et puis, Gabriel Attal a toujours été très transparent avec notre groupe. Et ça, nous lui en sommes vraiment reconnaissants. La question des grands équilibres était importante pour nous. La question des lignes également portées par ce gouvernement l'est tout autant, voire même plus. L'objectif, c'est de démontrer aussi que le groupe, ensemble, nous sommes 97 députés, eh bien, nous sommes la première force politique de Vous redoutiez que Michel Barnier ne cède trop à la droite, c'est ça? Et il fallait qu'il puisse y avoir cette représentation. Ça fait 40% finalement de cette coalition que nous Combien de députés? 97? Voilà, dans votre groupe Ensemble pour la République, les macronistes? Dans le groupe, et c'est ce qui permet aussi d'avoir fléché un certain nombre de thématiques qui nous étaient chères, notamment sur les questions économiques, sur les questions écologiques également. Donc c'est un premier pas et nous sommes heureux que cette discussion ait pu avoir lieu entre les différents chefs de parti. Je crois qu'il y a encore quelques étapes avant cela, mais ça nous donne quand même quelques perspectives que d'ici dimanche, eh bien, nous pourrions avoir un gouvernement et enfin à l'Assemblée nationale pouvoir appréhender le budget avec des ministres qui seront en mesure de nous répondre. 7 macronistes au gouvernement, 97 députés à l'Assemblée nationale. Vous êtes 47, les Républicains, dans l'hémicycle. Et à ce stade, 3 LR sans Laurent Wauquiez, que beaucoup de sources donnaient à l'intérieur. Il ne s'en était pas caché. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Pourquoi Laurent Wauquiez refuse d'entrer dans cette équipe? Je crois que Laurent Wauquiez sera très utile pour le groupe à l'Assemblée nationale et c'est un leader pour nous. C'est quelqu'un qui a fait un sans faute depuis qu'il est arrivé à la fois à l'Assemblée et dans le groupe. Donc s'il reste à l'Assemblée, nous serons particulièrement Vous ne souhaitiez pas qu'il aille, par exemple, à l'intérieur ou à Bercy? C'est son choix de rester à l'Assemblée et si tel est le cas, nous le respectons. Comment il a expliqué ce choix puisque vous sortez de cette réunion? Moi, je suis sorti de la réunion pour venir vous rejoindre. Donc, je n'ai pas eu toutes les explications. En revanche, ce que je vois, c'est que la droite républicaine, au total, entre l'Assemblée et le Sénat, c'est la première force. Ça n'est pas la première force à l'Assemblée, mais au total, entre l'Assemblée et le Sénat, ça l'est. Et on voit bien que ce qui a compté pour nous, c'est le fond, c'est le fait de débloquer le pays et pas de réclamer des postes. On voit que Laurent Wauquiez, qui est notre leader, n'a pas réclamé de choses pour lui-même. Il a beaucoup évolué. Au départ, c'était ni coalition, ni compromission. Aujourd'hui, vous êtes dans la majorité. Oui, et c'est un homme de droite qui gouverne. Ce qui prouve que Laurent est quelqu'un qui est particulièrement ouvert et qui ne reste pas sur des positions qui ne correspondent pas forcément à la réalité lorsqu'elle évolue. Et donc, moi, je salue cet esprit d'ouverture. C'est vrai qu'au début, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « mais non, mais vous ne pouvez pas participer à quelque chose ou mettre sous la coupe du président de la République ». Et puis après, on nous a dit « mais nous, on ne veut pas de M. Mélenchon Premier ministre ». Donc notre priorité, c'est que vous participiez au déblocage du pays. C'est pour ça qu'on a pris nos responsabilités. C'est pour ça qu'on a soutenu Michel Barnier et qu'il est aujourd'hui à la tête du gouvernement. Ensuite, les postes, ce n'est pas le plus important pour nous. Ce qu'on veut, c'est le fond. Quand même, on a fait le pacte législatif. On est les seuls. Dans les ministères qu'on mène les politiques. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on en parle aussi, des postes, et que c'est important. Mais ça n'est pas l'essentiel pour nous. Ce qui compte, c'est
quelle politique est menée. On est la seule force à l'Assemblée nationale à avoir mis des propositions sur la table, à avoir dit ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. C'est le pacte législatif. Et c'est sur cette base-là que les débats se mènent. Sans doute parce qu'on est aussi au centre de gravité de ce que veulent les Français. Oui, en position charnière. Anna Pic, qu'est-ce que vous pensez quelle est votre première réaction au vu de ces premiers équilibres? Bien, ma première réaction, c'est qu'après 7 ans de convergence de la droite macroniste et de la droite républicaine, eh bien, nous aboutissons à un gouvernement de droite et que, loin de respecter les équilibres de l'hémicycle, rappelons que c'est la coalition de gauche qui arrivait en tête et contrairement à ce qui vient d'être dit, nous avons posé un certain nombre de points. Il y avait des points qui ont été posés par Lucie Cassé dans son courrier au groupe parlementaire républicain, ainsi que effectivement les propositions qui avaient été mises, qui étaient des propositions négociables. En effet, c'était du passé, parce que c'est la deuxième fois qu'on explique aux Français qu'ils ont voté. Aux européennes, ils ont mis un point d'arrêt. Ils ont dit qu'ils voulaient arrêter cette politique macroniste qui, depuis 7 ans, a mis quand même la France dans le rouge financièrement. Ils ont dit, ils ont répété au premier tour des législatives, au deuxième tour des législatives, ils ont dit qu'ils voulaient faire un front républicain et qu'ils mettaient en tête le nouveau Front populaire. Nous constatons que par le choix du président, eh bien, désormais, c'est donc ceux qui sont contre le Front républicain qui vont mener ce gouvernement, que l'équilibre, loin d'être... Donc ça veut dire censure immédiate pour vous. Mais clairement, on l'avait dit. Avant même de connaître quels seront les portefeuilles, qui les portera, pour vous, ce gouvernement ne doit pas gouverner. Ça n'est pas une question de personnalité. Ça vient d'être dit. Il y avait le pacte législatif de Laurent Wauquiez qui avait été donné, et effectivement, contrairement à Gabriel Attal, qui n'avait pas donné les grandes lignes qu'il entendait Donc vous censurerez immédiatement après la déclaration de politique générale début octobre. Si ça repose à la fois sur la politique qui a été menée par le clan présidentiel ces 7 dernières années et par les propositions du pacte législatif de Laurent Wauquiez, il est évident que nous sommes à l'opposé de cette politique-là et que nous allons censurer, comme ça l'a été dit, par une motion de censure des chefs de parti et des présidents à peine nommés, déjà censurés par le nouveau Front populaire. Et encore une fois, on verra ce que font les députés du Rassemblement national. Ils sont un peu plus de 140 avec leurs alliés ciotistes et cette fois, non pas charnières, mais arbitres véritablement dans ce nouvel hémicycle. Elsa Mondingava, il faut rembobiner un peu 7 ensemble. Si on rajoute les membres du camp présidentiel au sens large, les Modem, les Horizons, on est autour de 10, 12 selon les sources. C'est beaucoup sur 16 ministres. Ils ont gagné, ils ont réussi finalement à l'emporter. On voit bien qu'en début de semaine, les relations se sont tendues entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Il y a même la question de la participation au gouvernement qui a été clairement posée par Gabriel Attal en réunion de groupe. Il a dit, on va voir maintenant, on va demander vraiment quelles sont les orientations de Michel Barnier. Mais on sait que derrière tout ça, très souvent, c'est aussi une question de poste. Combien j'ai de postes après? Ce qui était très important pour le groupe Ensemble pour la République, c'est de rappeler qu'ils sont 2 fois plus nombreux que les Républicains, que le groupe de la droite républicaine ici à l'Assemblée, et que donc il était logique que le gouvernement reflète un peu ces équilibres. On va voir, parce qu'il y a les ministres de plein exercice, puis il y a aussi le reste du gouvernement, il y a des secrétariats d'État qui sont aussi importants. D'après ce qui a été dit en réunion de votre groupe de la droite républicaine, il y aurait plusieurs membres des Républicains et de la droite qui rejoindraient. Je rappelle aussi que dans l'ancien gouvernement, alors ils l'ont quitté, la droite, mais il y a aussi des figures qui venaient de la droite. Il faudra aussi voir Rachida Dati, Catherine Vautrin, notamment, qui devraient rester, selon ce qu'on sait aussi, les dernières par exemple, infos. En réunion de groupe, alors on pensait plutôt à Laurent Wauquiez, finalement il n'entrera pas au gouvernement, c'est donc Bruno Retailleau qui prendra le ministère de l'Intérieur, donc une figure de droite sur un poste très important, régalien. Donc effectivement, je pense que la droite n'est pas déshonorée par le résultat du gouvernement. Je pense que là, dans les équilibres qui ont été trouvés, et on le voit bien puisque à la fin de cette réunion, c'est plutôt un accord qui s'est dessiné, on a un accord qui satisfait en tout cas le bloc central et la droite, évidemment. Alors on reste au conditionnel ce soir pour Retailleau à l'intérieur, Bruno Retailleau, parce qu'on attend évidemment les annonces officielles du secrétaire général de l'Élysée. Finalement, Olga Givernet, quand on regarde cette alliance, est-ce que ce soir on peut dire qu'il y a des droites qui s'allient très clairement pour gouverner, celle de la droite historique, celle
hérité de Nicolas Sarkozy et par la suite aujourd'hui de Michel Barnier et celle d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il y a un bloc de droite qui s'installe dans le paysage politique dans cette nouvelle majorité? Non, il faut regarder les blocs qui ont gagné aux élections législatives, évidemment. Il y en a 3, un bloc de gauche, un bloc central dont nous faisons partie et que nous revendiquons. Et il y a un bloc de droite. La question aussi, c'est de répondre aux Français qui veulent que nous travaillions ensemble. Et nous avons voulu chercher à travailler aussi de manière beaucoup plus large jusqu'à la gauche républicaine. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire de ce côté-là de l'échiquier. Un divers gauche. Et donc, alors, c'est le nom Didier Migaud qui circule et qui revient le plus. Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'objectif, c'est de rester le plus large possible, de pouvoir porter les propositions que nous faisions. Et nous avons fait un pacte d'action pour les Français au sein de Ensemble pour la République qui est suffisamment large pour d'abord garder la stabilité, ce que nous avons réussi en termes économiques, évidemment, sur les questions d'avancée environnementale, mais aussi de pouvoir ouvrir de nouvelles voies pour répondre aux attentes des Français. C'est ce qui nous tient à cœur. Alors, on apprend ce soir que, par la voix de Laurent Wauquiez, puisque ça fuite, comme on dit, dans les réunions, 9 postes pour la droite, dont 3 de plein exercice, 3 LR dans des ministères sans doute régaliens. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, je pense que les Français s'en fichent un peu de tout ça. Le ministère de l'Intérieur, la chancellerie, la justice, le Quai d'Orsay, bien sûr, mais ça compte quand même. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus important que tout, c'est qu'à l'issue de cette dissolution, on était dans une situation de blocage institutionnel. Et que si on n'avait pas pris nos responsabilités, accepté d'aller prendre la tête du gouvernement, accepté de participer à ce gouvernement et de se mettre autour de la table, comme ça a été fait cet après-midi, pour trouver des accords, et on voit bien que, bien sûr, on aurait pu réclamer davantage encore parce qu'on était indispensable au fonctionnement de ce gouvernement. Mais c'est pas ça l'essentiel. Ce qui compte, c'est que ce soir, on va débloquer le pays et la prochaine étape, c'est d'arriver à voter le budget de la France. Parce que ce que nous ont dit nos compatriotes, c'est qu'ils voulaient que ça marche. Il y a 25 à 30 milliards d'euros à trouver pour 2025. Oui, et encore, c'est un minimum, parce que la charge de la dette, elle va augmenter dans les 3 prochaines années de près de 40 milliards d'euros, parce qu'aujourd'hui, nous dépensons 100 milliards de plus qu'en 2019, et donc cette hémorragie de dépenses publiques, alors, puisque vous y venez, parce que là aussi, ça fait partie des sujets qui se sont invités dans le bras de fer autour du nouveau gouvernement, les impôts. Est-ce qu'on peut trouver une majorité sur ce plateau? C'est sur les plus fortunés, sur les super profits, les super dividendes. Gabriel Attal a précisé les choses. C'était une ligne rouge pour Emmanuel Macron. Gabriel Attal, pas de hausse d'impôts. Il a très clairement dit aujourd'hui, et vous me corrigez, je n'étais pas à la réunion, c'est pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. Est-ce qu'il faut comprendre que vous êtes ouvert pour une piste de fiscalité, de justice fiscale sur les entreprises les plus profitables, par exemple? Alors la question de pas d'impôts pour les classes moyennes, tous ceux qui travaillent, c'est très important pour nous. Nous pensons réellement que c'est ce qui a donné des signaux à l'industrie notamment, à toute l'économie, pour justement donner de la croissance. Si vos partenaires du MoDem reviennent par exemple sur les super dividendes, il y avait eu des amendements du précédent budget, est-ce que vous les soutiendrez? C'est quelque chose qui reste tout à fait ouvert. On est en train de construire aujourd'hui cette coalition et donc ça doit être construit autour de certaines lignes qui peuvent être envisagées, mais il y a vraiment une volonté de rassurer les Français sur le fait que leur imposition ne va être pas d'impôt sur les classes moyennes, pas d'augmentation d'impôt sur le revenu des Français. On a bien compris. Anna Pic, est-ce que vous entendez ce discours? Hier, il y avait David Amiel de la Commission des Finances aussi, qui est Ensemble pour la République, macroniste, qui était aussi ouvert, pourquoi pas, impôt sur les sociétés, revenir sur les exonérations de charges des entreprises. Vous pourriez voter ce type de mesures? Ce que nous avons dit depuis le début, c'est que nous étions prêts à des compromis. Ce que nous avons dit aussi, c'est qu'il n'y aurait pas, avec un gouvernement du NFP, qu'il n'y aurait pas d'impôt sur les classes moyennes et sur les revenus du travail jusqu'au ça tombe bien, vous êtes d'accord. On l'avait déjà dit. Ce que nous demandions, c'est effectivement plus de justice sur fiscale. Le budget, est-ce qu'un compromis est possible sur la justice fiscale? Mais les compromis mesure par mesure, on l'a toujours dit. On a toujours dit qu'effectivement, nous considérions qu'il y avait sur les 0,01
1% les plus riches des choses à faire, que ça n'était plus juste. Ce n'était plus justice. Et qu'aujourd'hui, la politique, moi je veux bien entendre que la politique économique qui a été menée était bonne. Mais enfin, on ne peut que constater que l'Europe nous rappelle à l'ordre, que des sanctions vont être posées si nous ne changeons pas la façon de faire les choses. Donc tout était parfait, mais les Français l'ont donc sanctionné. Néanmoins, on ne va pas l'entendre. Nous aurons un gouvernement de droite. Nous allons poser une censure parce que la politique qui a été menée n'était pas celle que les Français souhaitaient. Ils l'ont dit à travers les élections. Nous avions une autre proposition qui avait été portée en tête. Et je crois qu'on ne peut pas faire comme si ceux qui ont fait 5% aux législatives pouvaient expliquer ce que pensent les Français. Bon, on sent bien que sur le budget, ce sera non globalement, mais on entend une ouverture sur les possibles mesures de justice fiscale. Il y a beaucoup de mesures qui circulent sur les dividendes, sur les rachats d'actions, sur les super profits. On entend même parler de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que ça, vous qui êtes contre toute forme de hausse d'impôt, à droite, vous pourriez être ouvert? Au fond, c'est ce que vous demande votre Premier ministre aujourd'hui, Michel Barnier. Oui, c'est très bien, mais je pense que nous sommes là pour défendre les Français, avant toute chose, et nous sommes dans le pays le plus fiscalisé du monde. Donc ce sera non à toute forme de hausse d'impôt, même sur les plus riches. Ce qui nous intéresse, c'est que globalement, la pression fiscale baisse. Pourquoi est-ce que je considère que c'est possible? Parce que nous sommes dans un pays où nous avons dépensé beaucoup plus qu'auparavant, beaucoup trop. Nous dépensons trop, nous dépensons mal. Et donc moi, je pense qu'il est non seulement possible de ne pas augmenter les impôts, mais possible de les baisser. Baisser surtout les dépenses. Mais vous voyez bien qu'un compromis est possible, sans doute, sur une justice fiscale. Oui, est-ce que la droite républicaine dit oui ou dit non? À condition que ça s'accompagne d'une baisse d'impôts aussi par ailleurs. L'équité fiscale, ça ne veut pas dire toujours augmenter les impôts de certains et ne pas baisser ceux des autres. Et moi, je considère que quand on fait 3 € d'économie quelque part, on doit être capable de faire 1 € de baisse de charges, de baisse de cotisations ou de baisse d'impôts. Et j'observe que dans le programme du nouveau Front populaire, non seulement on prétendait revenir à la retraite à 60 ans, on se demande bien comment c'était financé, faire des dizaines de milliers de places de crèche supplémentaires, embaucher des fonctionnaires, augmenter les salaires à 1 600 €. Véritablement adversaire sur vos programmes. Non, mais c'est pas seulement, on ne va pas vous réconcilier sur les programmes économiques des deux. Mais on essaye de voir s'il y a des... On commence à voir les équilibres de ce nouveau gouvernement. D'augmenter encore les dépenses publiques, ça n'est pas possible. Elsa Mondingava, c'est vrai que le premier défi, c'est ce budget. On a vu à la Commission des finances essayer d'avoir ces fameuses lettres plafond des ministères. Sur la justice fiscale, est-ce que ça peut passer? Ou est-ce qu'on regarde ce qu'on écoute jour après jour, à peine nommé, bientôt censuré? Alors, sur la question de la justice fiscale, le terme justice fiscale, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il en faut plus de justice fiscale. En revanche, pour certains, ça veut dire effectivement des augmentations d'impôts. Pour certains, alors ça peut être aussi des sociétés, ça peut être des dividendes, ça peut être des rachats d'actions. Là, je crois que la ligne rouge, c'était les Français des classes moyennes et les Français qui travaillent. Ça, on n'y touchera pas. Je pense que Michel Barnier, et il l'a dit, découvre une situation financière, budgétaire très compliquée, peut-être même plus compliquée que ce qu'il avait envisagé. Couper des dépenses, on l'a vu, pour rester sur les 3% de déficit en 2027, ça veut dire 100 milliards d'économies. Même la Cour des comptes dit que c'est irréaliste. La Banque de France aussi. Socialement, économiquement, politiquement. Il y a un moment, on peut regarder tant qu'on veut au niveau des dépenses et dire qu'il faut les baisser. Il y a peut-être aussi quelque chose à jouer sur les recettes. Je sens que même dans le camp présidentiel, même à droite, certains ne sont pas complètement contre. Après, ça peut être aussi des hausses quelque part, des baisses ailleurs, etc. Alors, on va voir, on ne va pas ouvrir trop la discussion sur le budget. On a des mois et puis on va pour en parler le faire. Pendant des semaines. Absolument. On verra d'ailleurs ce que le RN dit exactement quand les mesures sur la fiscalité arriveront dans l'hémicycle. Le RN, dans tout ça, il a été respecté. Il avait commencé à faire des listes de courses, si j'ose dire, voire des listes noires. Laurent Wauquiez n'est pas donc dans la liste, mais c'était Gérald Darmanin, c'était Xavier Bertrand et c'était Éric Dupond-Moretti, d'après vos informations. Il ne figurait pas dans cette liste. Pour l'instant, et encore, on reste très prudent parce que beaucoup de listes circulent. On va attendre demain. Mais en tout cas, il y a une complexité pour le camp présidentiel à avoir nommé un Premier ministre avec une sorte d'assentiment du RN. Si on voit que tous les ministres dont ne voulait pas le RN ne sont pas dans le gouvernement, effectivement, ça va donner encore plus ce rôle d'arbitre au RN, qui n'est pas la DRH d'Emmanuel Macron, c'est ce que Marine Le Pen dit. En tout cas, si tous ses souhaits sont respectés, effectivement, ça met le camp présidentiel dans une position
délicate avec le Rassemblement national. Jean-Didier Berger puis Olga Givernet, est-ce qu'on peut véritablement gouverner avec cette menace au-dessus de la tête en permanence en disant attention, si vous ne respectez pas mes conditions, et on a bien vu que les conditions faisaient monter les enchères, il y en avait toujours plus, ça semble extrêmement délicat, y compris devant les Français. Et moi, je pense qu'il faut que le Rassemblement national se mette à la place de ses électeurs. Est-ce que ces électeurs ont voté pour l'instabilité et pour le désordre en France? Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les gens qui ont voté pour le Rassemblement national? Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de renverser le gouvernement de Michel Barnier, c'est de s'allier pour le Rassemblement national avec le NFP, c'est d'allier leurs voix, de voter ensemble contre ce gouvernement. Est-ce que vraiment un électeur du Rassemblement national veut s'allier avec celui de la LFI pour mettre le désordre en France? Je ne suis pas du tout certain. Et donc, je ne pense pas que la position du Rassemblement national soit si simple que ça. On peut toujours jouer les gros bras, faire des menaces, etc. Mais quand il s'agit de voter, est-ce que vraiment, s'il y a de nouvelles élections dans 9 mois, dans 10 mois, est-ce que les électeurs ne sanctionneront pas cette attitude qui est néfaste pour le pays? Et moi, je crois que nos concitoyens sont pleins de bon sens. Nos compatriotes ont voulu faire passer les 11 millions qui ont voté pour le Rassemblement national. Ils ont voulu dire qu'ils veulent plus de sécurité, moins d'immigration, plus de justice fiscale certainement. Mais si le gouvernement de Michel Barnier répond à ces attentes, est-ce que le Rassemblement national fera toujours ces 11 millions de voix? Moi, je pense que surtout si c'est synonyme d'instabilité, je suis sûr qu'il y aura une correction qui sera donnée. On verra ça. On verra ça si les législatives sont amenées à être renouvelées dans l'année. Olga Givernet, sur le Rassemblement national, manifestement, leurs conditions étaient entendues. Le Rassemblement national, s'il veut mettre une motion de censure sur le gouvernement, eh bien effectivement, pour qu'elle puisse passer, c'est avec les voix de la gauche. Donc il faut que la gauche puisse se poser la question également, lorsqu'ils vont poser une motion de censure, s'ils veulent s'associer aux voix du Rassemblement national. Et encore une fois, ce serait le camp de l'instabilité contre le camp de la stabilité du pays et cette volonté de trouver des solutions pour les Français. Donc, même s'ils font des annonces, comment est-ce que ça se passerait exactement lorsqu'il faudrait mettre les votes dans l'urne, c'est une autre question. En tout cas, que chacun puisse exprimer ses volontés et que Michel Barnier ait cette responsabilité de prendre en compte les avis des uns et des autres pour pouvoir avancer, proposer des réformes et de pouvoir également les avoir votées au Parlement, c'est sa responsabilité. Il en a pleinement la volonté de réussir et nous avec. Et Emmanuel Macron dans tout ça, Elsa Mondingava, dans cette cohabitation exigeante qu'il appelle de ses voeux, est-ce que vous pensez qu'il a véritablement retiré un certain nombre de noms sur la liste, puisqu'in fine, c'est lui qui nomme? Alors, en tout cas, peut-être des noms ou peut-être des équilibres, mais on dit qu'effectivement, il y a eu des tensions entre l'Élysée et Matignon, puisque Matignon aurait proposé des équilibres déséquilibrés, si je peux dire. Donc effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron, il veut aussi se donner de la distance, du recul par rapport à tout ça. Il promet de laisser son Premier ministre gouverner. On sait qu'Emmanuel Macron a parfois aussi du mal à laisser le pouvoir à d'autres. Donc est-ce qu'il y a vraiment eu... Il faudra voir. Est-ce que certains de l'équipe restent en place? Est-ce que ça a été poussé par Emmanuel Macron? Est-ce qu'il y avait vraiment des noms interdits ou pas? Ça, pour l'instant, c'est vrai que les choses sont faites vraiment dans le secret, beaucoup des réunions entre l'Élysée et Matignon. Pour voir quand on aura le gouvernement finalisé. Et on va retourner voir Stéphanie Despierres qui nous attend place du Palais Bourbon. Vous avez de nouvelles informations ce soir concernant la droite républicaine ? Oui, en réunion de groupe, Laurent Wauquiez a donc indiqué à ses troupes qu'il avait refusé d'entrer au gouvernement car il a refusé le ministère de l'économie et des finances. Il a rappelé qu'il avait dit dès le départ qu'il voulait aller à l'intérieur, là où il se sentait utile. Donc ce n'est pas Laurent Wauquiez qui irait au ministère de l'Intérieur, mais d'après nos informations, ce serait Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui occuperait ce poste. On attend, je vous le rappelle, la confirmation officielle de la composition du gouvernement. On
pense aussi, selon les informations que nous avons et selon ce que Laurent Wauquiez a indiqué à ses députés, que la députée du Doubs, Annie Genevard, qui est aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale, hériterait du portefeuille de l'agriculture. Alors Laurent Wauquiez a expliqué en réunion de groupe que les groupes parlementaires seraient très importants et son groupe, évidemment, même s'ils ne sont que 47 ici à l'Assemblée, serait important pour contrebalancer et pour orienter, si l'on peut dire, la politique du gouvernement. Et il a également par tweet expliqué que chacun devait bien mesurer la difficulté de la mission du Premier ministre et qu'il le soutiendrait. Il dit en substance: nous avons tous besoin qu'il réussisse. Il peut compter sur mon soutien, dit Laurent Wauquiez, et sur celui des députés de son groupe. Merci beaucoup Stéphanie Despierres. On va s'arrêter là. Si je comprends bien, Laurent Wauquiez, c'était l'intérieur ou rien, quand même incroyable si c'est vrai, voilà, de refuser Bercy dans ce moment budgétaire si grave et si difficile. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP. Évidemment, on reviendra sur ce nouveau gouvernement dont on aura l'annonce sans doute demain sur le perron de l'Élysée. On va à présent s'arrêter sur la situation au Liban. 37 morts, plus de 3000 blessés dans le sud de Beyrouth et dans l'est du Liban. Cette explosion simultanée de beepers piégés, c'est mardi, puis des talkie-walkie hier, continue de secouer tout le pays. Avant d'accueillir nos invités, eh bien, c'est le récap de Valérie Brochard qui nous résume les derniers faits. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Explosion meurtrière au Liban qui font craindre le pire. Et oui, Myriam, les détonations ont retenti dans la banlieue de Beyrouth, vous venez de le dire, dans le sud et l'est du Liban. 2 attaques ont été menées contre le Hezbollah avant-hier. Ce sont des beepers qui ont explosé et hier, des talkie-walkie piégés ont éclaté. Bilan provisoire, 37 morts et près de 3000 blessés. 2 attaques massives qui ne sont toujours pas officiellement revendiquée, mais pour tous, la signature est évidente, à commencer par le chef du Hezbollah. Des milliers de beepers ont été pris pour cible par l'ennemi israélien et ont explosé simultanément. Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, toutes les lois et toutes les lignes rouges. Il ne s'est soucié de rien, ni moralement, ni humainement, ni légalement. Alors le Hezbollah se sent humilié, ne laissera pas ces attaques sans réponse. Il se doit de remobiliser ses troupes, d'autant plus que du point de vue de l'État hébreu, la guerre entre dans une nouvelle phase. Pour le ministre israélien de la Défense, la trajectoire a changé. Le centre de gravité se déplace vers le nord. Cela signifie que nous réorientons progressivement nos forces, nos ressources et notre énergie vers le nord. L'État hébreu a un nouveau but, un nouvel objectif, faire revenir dans le nord du pays ces ressortissants qui avaient fui les roquettes lancées par le Hezbollah depuis le 7 octobre. De nombreuses unités d'élite sont déjà parties vers la frontière libanaise sous le regard impuissant de la communauté internationale. Du côté du Quai d'Orsay, regardez Myriam, la France exprime son inquiétude que les récents développements sécuritaires au Liban contribuent à une escalade dangereuse des tensions dans la région, une crainte partagée par le secrétaire d'État américain. Anthony Blinken était au Caire mercredi pile entre les 2 attaques. Les États-Unis n'étaient pas au courant de ces incidents et n'y ont pas participé. D'une manière générale, nous avons été très clairs et nous restons très clairs sur l'importance pour toutes les parties d'éviter toute mesure susceptible d'aggraver le conflit que nous essayons de résoudre à Gaza et de le voir s'étendre à d'autres fronts. Myriam, pendant que les beepers explosaient, eh bien Anthony Blinken était en train de négocier un cessez-le-feu en Égypte. Alors autant vous dire au moment où l'on se parle que la résolution votée le 10 juin dernier n'aboutira jamais. La question maintenant, c'est de jauger l'ampleur des intentions israéliennes, l'ampleur de la réponse libanaise, le positionnement de l'Iran qui reste le parrain du Hezbollah, mais qui n'a pas intérêt pour l'instant à déclencher une guerre totale de peur que l'on ne touche à ces installations nucléaires. Voilà en gros l'ordre du jour qui sera posé sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunira en urgence demain dès 15h. Merci beaucoup Valérie pour ce tour d'horizon des derniers faits. Alors,
Je vous présente mes invités. Merci d'avoir patienté. Vous avez compris que ce nouveau gouvernement avait la primeur sur LCP. Bonsoir Dominique Trinquant. Bonsoir. Merci d'être là, Général Trinquant, ancien chef de la mission française aux Nations Unies. Bonsoir Antoine Basbous. Bonsoir madame. Merci infiniment d'être là. Vous connaissez très bien le Liban, puisque vous êtes vous-même libanais, chercheur, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Bonsoir Gallagher Fenwick. Bonsoir Myriam. Merci d'être là également, éditorialiste international LCI, ancien correspondant à Jérusalem. Et bonsoir David Rigolet-Rose de l'Iris, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, je cherche mes notes, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et directeur associé à l'Iris. Je vais commencer par vous Antoine Basbous, parce que j'imagine que voilà, vous avez des proches sur place. L'onde de choc est totale. Qu'avez-vous ressenti? Auriez-vous pu même imaginer une attaque d'une telle sophistication simultanée? Elle est absolument stupéfiante, cette attaque. C'est vrai, c'est d'un clic, à 2 reprises. Il y a eu près de 5000 blessés et quelques dizaines, peut-être centaines de morts, parce qu'il y a un embargo sur la réalité, sur les images et sur le nombre de blessés, de morts. C'est-à-dire C'est-à-dire le Hezbollah a ordonné à la presse, aux médias, aux journalistes de ne pas communiquer les images dont ils disposent. On sait par les hôpitaux privés qu'il y a entre 6 000 et 7 000 blessés. Il y a beaucoup de malades qui ont été évacués des hôpitaux parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Il n'y a pas assez de médecins pour opérer les yeux. Déjà le premier jour, on avait dit qu'il y avait 500 personnes qui ont perdu la vue. Et aujourd'hui, on dit qu'il y en a beaucoup plus parce que les beepers, quand ils sonnent, on les regarde, c'est proche du visage. Les yeux et les mains sont les plus endommagés dans ces opérations. Ce sont les cadres du Hezbollah, les membres du Hezbollah qui étaient ciblés. Oui, est-ce qu'on a une idée de la proportion aujourd'hui entre les combattants blessés ou tués et la population civile? À vrai dire, ces beepers n'étaient pas diffusés à monsieur tout le monde. Ce n'était pas aux pâtissiers, aux boulangers. C'était les cadres pour pouvoir les communiquer avec eux. Et c'était donc c'est une très large majorité. Les fils des députés du Hezbollah. Il y en a 2 qui sont décédés dans cette affaire. Et les 2 fils du patron du renseignement du Hezbollah sont blessés. Sans oublier l'ambassadeur iranien à Beyrouth qui a perdu au moins un œil et qui a été transporté à Téhéran pour être soigné. Ça veut dire que il y a des civils qui ont été touchés, mais ils n'étaient pas destinés. Ils ne devaient pas porter ces beepers sur eux. Ils n'avaient pas à s'en occuper. C'est distribué au cadre du Hezbollah et non pas à monsieur tout le monde, encore moins aux miliciens du Hezbollah. Général Trinquant, vous connaissez, vous, très bien les modes opératoires de la cyberguerre. Est-ce que vous avez été surpris par cette attaque technologique? Est-ce que vous aviez imaginé possible d'organiser la mise en place d'une petite charge explosive dans ces pagers et donc une forme de renseignement, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est le renseignement israélien qui a monté cette opération, d'une telle sophistication? Non, alors, on est passé de la cyberguerre, si vous voulez, sur lequel on va attaquer des appareils, à transformer ces appareils en bombes. Et c'est ça la nouveauté, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à rentrer dans les réseaux. Au passage, cette opération des services israéliens est sur le plan technique extraordinaire. C'est un montage de plusieurs mois pour arriver à ça, pour arriver à équiper d'explosifs, effectivement, les pagers, de savoir que ces pagers commandés par le Hezbollah vont aller au cadre, comme cela vient d'être dit, et deuxièmement, de rentrer sur le réseau qui va diffuser les messages. Parce que c'est bien de les équiper d'une bombe, mais en plus, il faut détonner. Donc, ça nécessite une infiltration de l'organisation même du Hezbollah. Mais comme ça a été le cas en Iran, quand le responsable du Hamas a été tué. Vous savez que 2 jours après, c'est le responsable de la sécurité des passes d'Aran qui a été arrêté parce que c'était un agent du Mossad. Donc, et je pense que ça a 3 effets. Le premier effet, c'est celui qu'on voit, perdre la vue, perdre les mains pour des cadres du Hezbollah. Deuxième effet, pour les services israéliens, d'identifier tous les cadres des Hezbollah. Pensez bien que dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont en train de prendre les registres et qui relèvent l'identité de tous ceux qui sont là. Et le troisième effet, c'est un effet de créer l'incertitude et l'inquiétude. Aujourd'hui, vous imaginez la paranoïa des gens qui ont dit les pagers,
Maintenant, les talkie-walkie, quelle est la prochaine étape? On a vu des scènes ahurissantes de Libanais jeter par terre leur téléphone portable. Je vous donne la parole dans un instant, mais la population civile, c'est important sur place. Comment réagit-elle? Bonsoir Hélène Salon, et merci beaucoup d'être en direct de Beyrouth. Vous êtes la correspondante Moyen-Orient pour le journal Le Monde. Je le disais, les scènes sont incroyables. On se dit que c'est la psychose collective sur place. Est-ce que vous le confirmez? Bonsoir, oui, on a vraiment une population qui est en état de choc, non seulement au sein de la base des partisans du Hezbollah, parce que la plupart des explosions sont arrivées dans des fiefs du Hezbollah, dans le sud de Beyrouth, dans la Bekaa, la plaine de la Bekaa, le sud du Liban. Donc là, vraiment, il y a eu une paranoïa, une terreur qui s'est répandue avec les explosions. Mais en fait, ce sentiment de choc s'est répandu à toute la population qui a voilà, subi un peu ces attaques aussi parce qu'il y a eu cet afflux dans les hôpitaux, qui a le sentiment que ça peut frapper partout, que maintenant, c'est plus seulement sur le front, dans les villages du sud du Liban. La menace posée par les attaques d'Israël s'est étendue à toute la population. Alors justement, cette population, est-ce qu'elle redoute de revivre le cauchemar de la guerre entre Israël et le Liban, une guerre terrestre? Est-ce que ce scénario-là est déjà dans les têtes? Est-ce que certains Libanais cherchent à quitter le pays? Oui, on a rencontré des familles qui déjà ont pris leur billet d'avion pour partir dans les jours qui viennent. En fait, cette peur, elle s'est amplifiée depuis cet été, depuis les attaques qui ont eu lieu à Beyrouth et à Téhéran, et ici à Beyrouth le 30 juillet contre un haut cadre du Hezbollah. On a eu vraiment des départs en nombre, la saison touristique qui avait été totalement annulée avec des gens qui ne sont pas venus de la diaspora. Et là, on revit, en fait, les gens sont dans ce trauma déjà de 11 mois de guerre et surtout d'un été qui a été dévastateur et où les craintes étaient déjà fortes. Et là, on sent que la guerre se rapproche de plus en plus et donc les gens commencent à leur disposition pour partir. Merci beaucoup. Merci Hélène Salon d'avoir été avec nous en duplex de Beyrouth. Jusqu'où est affaibli le Hezbollah? Gallagher Fenwick. Le coup, il est physique, évidemment, il est aussi moral et psychologique. Est-ce que quand on atteint un système de communication, ça obère des capacités peut-être militaires de cette organisation, de cette milice armée? Non, bien sûr, et Hassan Nasrallah, le secrétaire général de l'organisation qui s'est exprimé cet après-midi, l'a reconnu. Il a parlé d'un coup sévère et cruel, pour emprunter les mots qui sont les siens. Il a dit qu'une enquête était en cours pour déterminer le cheminement, la manière dont tout cela s'est passé, et a-t-il dit, les conclusions sont proches. Et puis il a promis, j'ai envie de dire presque comme d'habitude, parce que ce n'est pas la première fois, il s'exprime beaucoup quand même depuis certains temps, des représailles, en disant « je ne vous dirai pas de quelle nature elles seront, ni quand, ni où exactement ». Le Hezbollah a pris une gifle, c'est indéniable. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi? Est-ce que c'est une gifle pour le dissuader ou c'est une gifle pour l'encourager? Et c'est ça qui me frappe dans cette histoire, c'est qu'il y a un contraste, à mon sens, saisissant entre la dextérité de l'opération et la nullité de la vision stratégique. Pour utiliser une métaphore triviale qui m'est venue à l'esprit, c'est comme si vous aviez une équipe de football qui joue le match de son existence, un match de barrage. Vous gagnez, vous montez, vous perdez, vous descendez. Et elle est en train de faire des petits ponts au milieu du terrain. Donc, chapeau l'artiste, c'est vraiment très très fort ce qu'ils ont fait. Mais au service de quoi? Et vous êtes très loin du but. À moins que l'humiliation soit juste l'objectif. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de cela? C'est la question de l'impasse stratégique. Je n'ai pas entendu de réponse claire de la part des décideurs israéliens pour le moment. Philippe Rigoulet-Rose, que veut Israël? Que cherche Israël avec cette attaque numérique, technologique, précisément? Est-ce que c'est un message à destination de la population israélienne, après la faillite des renseignements du 7 octobre, ou est-ce que c'est une intimidation, voire une déclaration de guerre au Liban? Il y a les deux aspects. De toute façon, par rapport au 7 octobre, c'est la restauration d'une forme de crédibilité qui avait été mise en cause. Il y avait une faillite stratégique qui a donné lieu au 7 octobre. Donc c'est une manière de montrer à la population qui est inquiète
évidemment, avec la guerre, que effectivement Israël a retrouvé, on va dire, une crédibilité sur ce terrain. Et puis évidemment, c'est un message à destination de l'ennemi, en l'occurrence le Hezbollah, qu'il s'agit d'affaiblir. Alors toute la question, c'est de savoir effectivement dans quel but, parce qu'il y a un objectif d'abord concernant de guerre. Hassan Nasrallah lui-même a parlé, il a considéré que ça pouvait être vu comme une déclaration de guerre. Hein. C'est les termes qu'il a utilisés dans son discours, ce qui n'est pas anodin hein, quand même. Par-delà tout le reste, le verbiage est habituel. Bon, là, il y avait quand même quelque chose d'assez... Il nous déclare la guerre, mais pour autant, il ne l'a pas déclarée de son côté. Oui, mais justement, parce que le Hezbollah est dans une posture, depuis le début, de patience stratégique. Mais là, elle est mise à rude épreuve. Et donc, la question, c'est de savoir quel est l'objectif, effectivement, puisque du côté israélien, il y a pour la première fois officiellement l'objectif de guerre qui est de ramener les habitants délocalisés du Nord, qui ont été justement délocalisés pour cause d'insécurité avec les tirs du Hezbollah. Donc officiellement, c'est sécuriser une bonne fois pour toutes cette partie du territoire, le Golan, là, le but de guerre est effectivement officialisé. La question, c'est est-ce que ça va impliquer une opération militaire ou est-ce que ce type d'opération qui vient de se produire est une opération destinée à faire comprendre à l'autre qu'il a intérêt à céder pour éviter un conflit. Antoine Donc c'est tout le problème, parce qu'il y a un dilemme. Quelle est votre analyse là-dessus? C'est la question centrale. Que veut Israël? Une claque majeure le 7 octobre, et là, il est en train de redresser sa dissuasion à l'échelle régionale. Gaza s'est démoli. Il n'y a plus d'infrastructures. C'est invivable pour la population. Le sud Liban, les villages frontaliers subissent le même sort. Aujourd'hui, le Hezbollah, qui avait déclaré la guerre à Israël le 8 octobre dernier, sur ordre de l'Iran, il est coincé. Ou bien il va de l'avant, et dans ce cas-là, il va subir une défaite majeure, ou bien il recule. Expliquez ça à nos téléspectateurs. C'est-à-dire que le Hezbollah n'a aucun intérêt à s'engager dans un véritable conflit armé. Quand on regarde les moyens militaires du Hezbollah à la frontière, entre les ogives, les missiles, les drones, on se dit l'arsenal, il est là quand même. C'est vrai, sauf que cet arsenal est là pour protéger une éventuelle attaque contre l'Iran avant que l'Iran ne dispose de la bombe. Il n'est pas là pour protéger Gaza, ni pour ouvrir un conflit avec Israël. Donc il y a une façon de fixer une partie du Sahel sur la frontière nord en lançant des missiles de type Katyusha qui ont 30 ou 40 ans, quelquefois des drones, mais jamais aller à l'affrontement. Or, Israël aujourd'hui est pressé. Israël veut mettre au pied du mur et l'Iran et le Hezbollah, surtout qu'ils veulent faire ça avant le 5 novembre prochain et l'élection présidentielle américaine. Parce que pendant ce laps de temps, les États-Unis, il n'y a personne qui gouverne à la Maison-Blanche réellement. Personne ne peut dire non à Israël. Israël, je pense, pouvoir entraîner les États-Unis dans une bagarre contre l'Iran et le Hezbollah, surtout contre l'Iran. Donc le Hezbollah, il est au pied du mur, ou bien il réagit. Mais là, Nasrallah, ce soir, il était pâle, il n'avait pas le verbe haut comme d'habitude, il ne levait pas le doigt, il était vraiment timide. On ne le reconnaissait pas. Donc, ça veut dire quoi d'ailleurs, cette timidité, Dominique Trinquant? Ça veut dire que l'Iran a très clairement dit à Hassan Nasrallah il n'est pas question d'ouvrir un nouveau front ou même d'avoir une forme de vocabulaire extrêmement belliqueux. C'est ça, Hassan Nasrallah n'a pas d'autonomie stratégique sans l'Iran? Et surtout, en clair, les dernières opérations qui ont été faites par Israël contre l'Iran, comme contre le Hezbollah, ont montré la faiblesse des systèmes. Le système iranien est très faible. Aujourd'hui, les dirigeants iraniens ont peur de l'infiltration du Mossad et des capacités techniques israéliennes contre l'Iran. Et le Hezbollah, la même chose. Alors aujourd'hui, vous posiez la question de l'opération, quelle est la suite de cette opération? Le ministre de la Défense Galland, lui, le dit clairement. Lui, il dit on va aller Alors il dit déplacer le centre de gravité du conflit à la frontière nord. Il ne dit pas ouvrir un deuxième front. Oui, mais depuis le début, depuis 11 mois, il dit on ira jusqu'à Beyrouth. Il le dit. Simplement, je pense que, alors, vu de mon point de vue, c'est sous la pression, effectivement, de la population israélienne qui veut revenir sur la frontière sud du Liban. Mais ça serait une erreur majeure. Parce qu'aujourd'hui, avec les frappes ciblées, parce qu'il y a eu des frappes ciblées à Tyr, à Beyrouth, ailleurs, et avec ces frappes-là,
il décapite complètement le Hezbollah et donc l'empêche d'avoir une action réelle. Et donc, en fait, ils ont beaucoup plus d'impact, alors qu'une invasion du Sud-Liban, au-delà du fait qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2006, ça n'a pas été très brillant quand même, mais au-delà de ça, ça isole encore plus Israël par rapport à la population aux autres pays. Regardez l'Assemblée générale des Nations unies qui a voté hier, 124 votes ont été contre Israël, 42 abstentions et très très peu de votes pour Israël. Donc ça veut dire que M. Netanyahou, qui va aller traverser l'Atlantique, à Washington, avec M. Trump, il peut avoir un soutien, mais en revanche, aux Nations unies, il va être totalement isolé. Donc il n'y a pas seulement la question de la relation avec le Liban, la relation avec le Hezbollah et la relation avec la population israélienne, il y a le fait qu'Israël se sente de plus en plus isolé, en fait. Oui, isolé et parfois rappelé à l'ordre par les Américains qui continuent à soutenir malgré tout Israël en lui livrant des armes. On est dans un moment de campagne, il reste quelques semaines, à peine, moins de 50 jours. C'est pour ça qu'il accélère, Benyamin Netanyahou. C'est précisément parce que, si je peux me permettre une nuance, je pense qu'il n'est pas vraiment rappelé à l'ordre. C'est-à-dire qu'on voit la plupart des grandes capitales ce soir qui, effectivement, encouragent vivement Israël à ne pas mener d'actions supplémentaires qui mèneraient à une escalade régionale. Les États-Unis, en revanche, viennent de faire un communiqué, une déclaration, en condamnant les attaques terroristes du Hezbollah contre Israël. Donc, n'attendez aucune déclaration de part et d'autre s'approchant d'une condamnation ou d'admonestation de la part d'un officiel américain à l'endroit de l'État hébreu à moins de 50 jours de l'élection. En fait, je pense on assiste à une sorte d'impasse stratégique, c'est-à-dire que le Hezbollah ne veut pas aller à la guerre, mais a toutes les raisons d'y aller, tandis que l'État hébreu veut absolument aller à la guerre, mais n'a pas encore vraiment les bonnes raisons pour y aller, ou de raisons légitimes. C'est-à-dire que Hassan Nasrallah, aujourd'hui, a dit « toutes les lignes rouges ont été franchies ». Israël s'est comporté de manière, je ne me souviens plus de l'adjectif ou de sa traduction, mais bref, à outrepasser l'espèce d'accord implicite, tacite ou quoi. Et comme l'a très bien expliqué Antoine Basbous tout à l'heure, il faut regarder, parce qu'il y a une grammaire de la munition, ce que le Hezbollah utilise. On est dans une forme de guerre de basse intensité, il y a des victimes de part et d'autre, il y en a beaucoup du côté libanais, il y en a des dizaines du côté israélien, de part et d'autre, il y a des maisons qui sont détruites et il y a des habitants, donc des civils, qui massivement ont dû fuir, mais il n'y a pas de rétablissement, de dissuasion de part et d'autre. Et donc, on a le sentiment, peut-être, d'avancer, effectivement, assez inexorablement vers un conflit qui sera dévastateur et qui aura un impact sur nous aussi, Européens. Et c'est ça, si vous voulez, la tragédie de cette situation, c'est qu'on ne voit pas, pour l'instant, d'acteurs majeurs, pas les Américains, pas les Nations Unies, personne dans la région, qui puisse mettre un bâton pour bloquer cet engrenage funeste. Vous partagez ce pessimisme, il n'y a aucune perspective de trêve, de négociation, que la politique, que la communauté internationale reprenne un peu de poids ? La communauté internationale, il faut mettre des guillemets, parce que c'est toujours une terminologie qui est un peu évanescente. En revanche, il y a une rationalité quand même des acteurs. C'est ça qui permet d'évaluer la situation. L'ensemble des acteurs est quand même globalement rationnel pour l'instant. On le voit puisqu'il n'y a pas de logique escalatoire incontrôlée. Puisque aucun des grands acteurs ne souhaite rentrer dans une déflagration en sachant qu'il y aurait des attendus incontrôlables, justement, et insoupçonnés. Mais effectivement, il y a une période très dangereuse, c'est la période de l'élection américaine, juste avant. C'est un trou noir, effectivement, en termes décisionnaires. Et puis, ça laisse éventuellement, ça favorise l'effervescence au niveau local et potentiellement, effectivement, des dérapages qui seraient susceptibles d'être incontrôlés. Et on a vu le risque avec l'affaire du Golan, quand il y a eu l'attaque sur le Golan. Oui. C'était pas loin de ce point de vue-là. Ça a été contrôlé, c'est-à-dire que c'est encore contenu, mais effectivement, c'est un peu au bord du gouffre, d'une certaine manière, et c'est ça qui fait le danger de la situation. Et l'Iran dans tout ça, Antoine Basbous? L'Iran a très peur d'une action israélienne entraînant les États-Unis dans leur sillage avant le 5 octobre. Et c'est pourquoi ils ont... 5 novembre, pardon. Et c'est pourquoi
Ils ont nommé un président de la République pour remplacer Raïssi, qui lui est favorable à une discussion avec les Américains pour lever les sanctions et acheminer 100 milliards de dollars d'investissement en Iran. Donc les Iraniens ne veulent nullement. Ils ont promis de venger la mort de Haniyeh. Ça fait 7 semaines, ils n'ont absolument rien fait. Et à vrai dire, les Occidentaux donnent un feu vert-orange à Israël pour agir. Les Arabes aussi. La plupart des pays arabes également sont très contents de voir le Hamas, c'est-à-dire la branche palestinienne des frères musulmans, écartée, et le Hezbollah, le bras armé de l'Iran en Méditerranée, écarté. D'ailleurs, un mot, le Hezbollah qui a engagé la guerre contre Israël, c'est à la demande de qui? Sur ordre de qui? Avec quelle légitimité? Il a vidé les institutions libanaises et c'est le guide suprême du Hezbollah qui dirige le pays avec un gouvernement de petits télégraphistes à ses ordres. Donc, c'est une anomalie dont il faut souligner la présence. Le Hezbollah, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, c'est bien plus qu'une milice armée. C'est un parti politique, c'est même un État dans l'État. C'est l'État aujourd'hui, et Nasrallah, on l'attend partout. Quand il s'exprime, tout le monde regarde et commente. Messieurs, on va s'interrompre un instant et je vous donnerai le mot de la fin, Dominique Trinquant, parce que ça va vous intéresser. C'est Elsa Mondingava qui, pendant qu'on se parle, lui remonte des informations du nouveau gouvernement. La défense, ça vous intéresse, messieurs. Et le Quai d'Orsay, taisez-vous, on garde le secret. Elsa Mondingava va nous révéler qui sont les heureux nommés. Je crois qu'il y a de très bonnes informations sur ce plateau, Myriam. Rebonsoir, Elsa. Rebonsoir. Alors, on va rester vraiment... On va vous donner que les informations qu'on a confirmées par l'agence France Presse. Michel Barnier, il est à l'Élysée, il présente la liste de son gouvernement au chef de l'État. Il est toujours Premier ministre. Je vous le dis, c'est pas une blague. Hier, il y avait même des rumeurs qu'il pourrait lâcher l'affaire devant la difficulté de la tâche. L'information de la soirée, c'est Laurent Wauquiez, président du groupe de la droite républicaine. Il n'en sera pas. Il l'a dit à ses troupes. Il a refusé Bercy, il voulait le ministère de l'Intérieur et donc Laurent Wauquiez reste président du groupe ici. Alors les Républicains sont quand même très bien servis, c'est Bruno Retailleau qui sera au ministère de l'Intérieur. On nous parle aussi d'Annie Genevard au ministère de l'Agriculture. Pour ce qui est domaine réservé du chef de l'État, peut-être domaine partagé, on va voir comment ça se passe. Vous l'avez dit, vous m'avez volé mon annonce, Sébastien Lecornu reste chef des armées, donc au ministère des Armées, et Jean-Noël Barrot du MoDem, lui, sera nommé au Quai d'Orsay, donc des proches du chef de l'État. Ces domaines-là, on ne les a pas donnés à la droite. Ça reste dans le giron du camp présidentiel. Les annonces, plutôt demain que ce soir, mais on ne dit rien. Un mot là-dessus, Lecornu et Barrot, d'un mot, rapidement. Alors, la continuité pour Lecornu, avec un dossier très très difficile, parce qu'il va falloir qu'il défende un budget, et c'est pas gagné. C'est pas gagné. On s'arrête là. Merci, messieurs. Pardon d'avoir un peu écourté ce débat avec ce nouveau gouvernement. C'est la fin de cette émission. Je remercie Juliette Prunier. Je remercie également Stéphanie Despierres pour toutes leurs infos. Le duplex depuis l'Assemblée nationale. On va revenir en longueur de main sur ce nouveau gouvernement dont vous saurez tout, puisqu'il y a fort à parier que ça y est, il sera annoncé. Très belle soirée. Merci, messieurs. Merci.